Merci. Oui, bonsoir à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Effectivement, je traite des sujets migratoires depuis que je suis arrivée au Parlement européen il y a 1 an et demi. Donc, je n'ai pas suivi les travaux directement dans la machine sur le pacte asile et migration, mais ce que je peux vous en dire déjà, c'est que donc ce pacte, il a été adopté au printemps 2024 et c'était censé être une réponse globale aux questions migratoires. Alors, eux, ils appellent ça une crise migratoire, nous, on appelle ça une crise de l'accueil. Et donc, c'était la réponse à tous les maux. Le pacte asile-immigration, il faut savoir que c'est 9 règlements et une directive donc, qui ont été élaborés au dernier mandat et les États membres avaient 2 ans pour mettre en place. Peut-être vous vous rappelez la différence entre un règlement et une directive. Un règlement, ça s'applique directement euh, aux États membres. Donc, il va y avoir 9 règlements qui vont s'appliquer dans le droit français et une directive, et Guy y reviendra après. Il y a une marge de manœuvre. Les États membres doivent faire la transcription de cette directive et c'est tout le travail législatif. Les États membres avaient 2 ans pour faire ce travail. Et en fait, il faut savoir que la France va faire ça par ordonnance parce qu'ils viennent de proposer 2 mois avant le 12 juin, donc la date d'application, leur vision. Il faut savoir que c'est très opaque. Par exemple, les États avaient à présenter des plans nationaux. Moi, je suis dans un groupe de travail sur l'application du pacte. Nous n'avons jamais vu les plans nationaux, notamment le plan national français. Je l'ai eu par un leak, mais l'État, la France n'a jamais présenté son plan national devant ce groupe. Il y a certains qui ont choisi la transparence. Je pense aux Pays-Bas notamment, qui avaient directement mis à disposition ce plan national qui donne à voir comment vont appliquer les États membres ce pacte asile-immigration. Donc, je vous disais, c'est 9 règlements et une directive qui sont censés répondre à toutes les questions migratoires. En réalité, l'orientation, c'est plutôt le contrôle, la dissuasion et l'expulsion des personnes migrantes. Il y a plusieurs piliers du pacte, mais je pense que notamment on peut revenir sur le pilier de l'externalisation. C'est quelque chose qu'en tant qu'écologiste, on dénonce depuis des années. C'est qu'aujourd'hui, on crée des rapports avec des États qui sont des régimes illibéraux, qui attaquent l'état de droit dans leur pays, qui attaquent les droits fondamentaux de leurs citoyens, mais aussi des personnes migrantes, et on se met dans les mains de ces régimes. Et donc, on va, avec l'un des piliers de ce pacte, ça va être la multiplication des accords de réadmission, ça va être le développement de partenariats migratoires et on le dénonce notamment, enfin, un partenariat comme celui avec la Tunisie qui, on le voit, il y a des reculs majeurs, il y a des opposants politiques qui sont mis en prison tous les mois. C'est un pays aussi qui ne respecte pas les droits fondamentaux des personnes migrantes et on se met dans les mains de ce type de pays. On fait des accords aussi, je pense à l'accord avec la Turquie euh, sur la gestion de la migration syrienne, en fait, on se met vraiment dans les mains de régimes illibéraux. Et j'y reviendrai tout à l'heure avec ce qui se passe depuis le début de ce mandat, où on a eu les pays tiers sûrs et les pays d'origine sûre. Peut-être j'y reviendrai dans une seconde partie sur ce qui s'est passé depuis le début de ce mandat. Mais voilà, on va accentuer cette externalisation et cette gestion des flux migratoires par l'extérieur, par d'autres pays que les États membres. Et donc, ça pose des questions de transparence et ça pose des questions de monitoring des droits les plus fondamentaux des personnes. Il y a aussi un renforcement du contrôle à nos frontières. C'est-à-dire qu'on va avoir notamment ce qu'on appelle la procédure de filtrage. Il va y avoir une procédure systématique de filtrage aux frontières extérieures de l'Union européenne. Donc, les personnes migrantes vont faire l'objet de contrôles approfondis sur leur situation sanitaire, sur leur profil sécuritaire, sur leurs données biométriques. Et donc, vraiment, on a une gestion extérieure de nos frontières et ça va s'accompagner, ça, il faut savoir, d'une sorte de fiction juridique de non-entrée. C'est-à-dire que vous pouvez être sur le territoire, sur un territoire d'un État membre. En fait, il y a une fiction juridique qui dit que vous n'êtes jamais rentré sur cet État membre tant qu'il y a le contrôle à la frontière. On va aussi mettre à la frontière nos procédures d'asile. Ce qui, notamment pour les personnes qui viennent de pays où il y a moins de 20% d'acceptation de la protection internationale.
pour celles qui sont soupçonnées d'avoir fraudé, pour celles qui sont soupçonnées de présenter un risque pour la sécurité des États membres. Et en fait, ce que vous devez comprendre, notamment sur cette question des 20% d'acceptation, c'est qu'une demande d'asile, c'est une procédure très personnelle, c'est-à-dire qu'on demande l'asile parce que nous sommes en danger, parce que c'est vraiment une démarche personnelle. Et donc, à partir du moment où on fait ça en fonction de la nationalité, qu'on décide... j'ai été freeze, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui, oui. On Pardon. t'entend bien. On va avoir des soucis, c'est-à-dire que cette démarche à la frontière, qu'est-ce que ça induit? Ça va être des délais plus courts pour déposer une demande. Ça va être des garanties procédurales réduites. Ça va être des accès limités à l'assistance juridique. Ça va être des possibilités de recours restreintes. Et donc, on va avoir des procédures à double vitesse, donc des gens qui vont pouvoir faire leurs demandes dans les États membres et des gens qui vont être bloqués aux frontières et donc avec des garanties procédurales moindres. On va aussi, dans ces textes, avoir une accélération des expulsions. On va avoir des remises en cause du principe de libre circulation. On va aussi, donc l'un des axes de ce pacte, c'était aussi de dire, on va plus contrôler, mais en même temps, il va y avoir une autre base, un autre pilier autour de la solidarité. Mais en fait, on voit que cette solidarité entre les États membres, elle est à géométrie variable parce que ça reste flexible. Aujourd'hui, là, il y a quelques semaines, j'ai eu une réunion sur ces mécanismes de solidarité et en fait, les États peuvent choisir leur contribution, c'est-à-dire que soit vous pouvez faire de la relocalisation, c'est-à-dire accueillir des personnes demandant l'asile, enfin exilées sur votre territoire, mais ça peut être aussi un soutien financier, une participation aux expulsions, une participation au contrôle des frontières. Enfin, vous voyez, c'est assez flexible. Et surtout, en ce moment, on voit que les États membres, il y en a beaucoup qui refusent de participer à ce cadre de solidarité. Donc, on voit que cette flexibilité, en fait, elle entraîne juste le fait que les États membres se défaussent de leurs obligations. Il y a aussi la question des dublinages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a maintenu, alors qu'on ne devait pas le faire, cette question de la première entrée, où en fait, on fait peser une pression plus forte sur certains États qui reçoivent en premier lieu les personnes migrantes. On peut parler de la Grèce, on peut parler de l'Italie. Et en fait, cette question du dublinage, elle n'a pas du tout été résolue. Il y a la question du fichage qui a été aussi beaucoup débattue pendant les débats aujourd'hui. On va avoir un usage accru des technologies dans la gestion des migrations. On va collecter et stocker des données biométriques. On va faire des choses qu'on n'accepterait jamais pour des citoyens européens. C'est-à-dire on va collecter et stocker des données biométriques, même parfois d'enfants. On va interconnecter les bases de données européennes, etc. Et ce qu'on n'accepterait jamais pour des citoyens européens, on va le faire pour des personnes migrantes. Donc, vous voyez, en fait, ce pacte, c'est vraiment le commencement, et j'y reviendrai tout à l'heure sur l'accélération qu'on voit en ce moment, mais il est vraiment dans la droite ligne de ce qu'on voit aujourd'hui, d'autant plus qu'aujourd'hui, j'y reviendrai, on a 3 groupes d'extrême droite et une droite qui travaille avec l'extrême droite, et donc on a des textes qui bafouent de plus en plus les droits les plus fondamentaux des personnes migrantes. Donc, pour revenir sur cette question de la directive, et Guy y reviendra, donc je vous l'ai dit, un règlement, ça s'applique, une directive, il y a une marge de manœuvre et on doit transcrire, il y a un travail qui est fait en ce moment au Parlement, c'est la directive sur les personnes demandant la protection internationale. Nous, les écologistes français, on s'était abstenus parce qu'on considérait qu'il y avait des points positifs, mais il restait certains points négatifs, et peut-être que Guy reviendra, mais on trouvait qu'il y avait toujours cette approche punitive. Par exemple, les États membres peuvent limiter la circulation, la liberté de mouvement. On peut avoir des restrictions de résidence. Il y avait aussi les aides matérielles qui étaient limitées pour les personnes dans l'attente d'un transfert Dublin. Il y avait de nouveaux motifs de retrait des conditions d'accueil.
Euh, il y avait aussi, enfin, il y avait quelques éléments comme ça qui nous semblaient problématiques, qui ont fait qu'on s'est abstenu. Après, il y a des aspects plutôt positifs sur le marché du travail, sur des procédures accélérées, etc. Mais voilà, ce pacte, il doit se mettre en place. Sachez que donc moi, je fais partie du working group sur la mise en place du pacte, où on essaye justement d'interroger les États membres sur ces principes de solidarité, parce qu'en fait, l'enjeu là qu'on va avoir les prochains mois, c'est qu'il n'y ait pas plus, enfin que les États membres n'utilisent pas plus les voies contraignantes, sécuritaires, etc., et qu'ils n'appliquent pas du tout l'unique aspect positif de ce pacte, c'est-à-dire les voies de solidarité, etc. Donc, on va continuer et surtout, on va continuer de voir si les droits fondamentaux des personnes exilées sont respectés dans le cadre de la mise en place. Et on sait déjà que ça ne sera pas le cas. Et donc, on va continuer de lutter pour une Europe de l'accueil et surtout une Europe qui cesse enfin de s'éloigner de la protection des droits les plus fondamentaux. Voilà. Désolée, c'était un peu long. Non, non, c'est très bien pour l'introduction. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, on va donner la parole à Guy Benarroche, qui est le sénateur des Bouches-du-Rhône de Marseille et qui est dans la commission des lois du Sénat. Au Sénat, en ce moment, le gouvernement, comme disait Mélissa, a présenté une loi par la procédure d'urgence pour que les sénateurs votent simplement le blanc-seing au gouvernement pour qu'il légifère par ordonnance. OK, pour transcrire ce qui est obligatoire dans le règlement et qui s'applique directement, mais il y a beaucoup de marge, il y a des clauses même dans le règlement qui sont pas obligatoires. Et surtout, ah ben, la directive, c'est vraiment le champ du législateur que l'Europe laisse en fait au législateur national. Donc, Guy Benarroche, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce qui se passe en ce moment au Sénat, s'il te plaît? Steven, c'est peut-être bien de le débloquer. Oui, oui, normalement, il doit pouvoir prendre la parole. Guy Benarroche. Voilà, je pense que vous m'entendez maintenant. Oui, c'est bon, merci. Bon, désolé. Euh, donc, merci déjà d'avoir organisé ce temps d'échange. Alors, bon, au Sénat, je fais partie de la commission des lois et donc je suis amené depuis 6 ans à m'occuper de la totalité des textes qui touchent aux migrations, à l'accueil des migrants, aux différents textes de loi, projets de loi ou propositions de loi. Nous en avons de nombreuses ici de propositions de loi émanant des Républicains qui vont toujours dans le même sens. Et donc, euh, ce texte-là, en fait, sa particularité, mais Mélissa l'a très bien expliqué, je ne vais pas forcément y revenir, c'est juste un projet de loi qui habilite le gouvernement, pour bien comprendre les choses, à prendre par ordonnance des adaptations qui sont rendues nécessaires. Mélissa l'a décrite, ces adaptations sont différentes selon qu'il s'agisse d'une directive ou de règlements qui sont rendues nécessaires par l'entrée en vigueur du pacte sur la migration et l'asile. La première particularité de la procédure, c'est qu'en fait, c'est une procédure qui est faite en urgence, d'une manière excessivement accélérée, parce que, comme l'a dit Mélissa, les gouvernements français ont créé en fait cette urgence, puisque le règlement a été adopté le 10 avril 2024 par le Parlement européen, le 14 mai par le Conseil de l'UE, et que la plupart des mesures de ce pacte entrent en vigueur le 12 juin. Ce qui veut dire que depuis le mois de mai 2024, il y avait la possibilité d'avancer pour le gouvernement français et de passer par une procédure qui aurait été une procédure différente, avec un débat concernant les différentes euh, mesures qui sont faites dans ce pacte et à les faire discuter par le Parlement. Ce n'est pas ce qui a été décidé, puisqu'en fait le Parlement a décidé de présenter ce projet de loi d'habilitation le 8 avril 2026. Je rappelle donc,
Avril 2024, vote du Parlement. Avril 2026, mise à l'ordre du jour par le gouvernement de ce projet de loi dans une procédure d'urgence qui passe d'abord au Sénat. Je vous expliquerai pourquoi. C'était pas une nécessité, pouvait passer à l'Assemblée nationale. C'est un choix du gouvernement de le faire passer d'abord au Sénat et avec donc euh, le recours aux ordonnances. Alors, le recours aux ordonnances sur tout un tas de textes, il est de plus en plus fréquent. Le nombre d'ordonnances ou de recours aux ordonnances depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron a été multiplié d'une manière considérable. Et ce recours aux ordonnances permet en fait de ne pas discuter du fond du texte, mais de laisser les mains libres, de laisser d'une manière tout à fait opaque la possibilité au gouvernement de décider ce qu'il souhaite. D'autant plus, je rappellerai aussi un deuxième chiffre important, une deuxième tendance importante en tout cas, c'est que les ordonnances normalement sont censées, qui vont être prises, sont censées ensuite être ratifiées par le Parlement. Il y a un grand nombre d'ordonnances qui ont été prises sur d'autres textes, sur lesquels on a permis au gouvernement de passer par les ordonnances pour avancer, qui ne sont jamais repassées à ce jour, 1 an, 2 ans, 3 ans après, pour être ratifiées par le Parlement et par le Sénat. Ça, c'est sur la procédure. Je ne vais pas revenir longuement sur le contenu, puisque Mélissa l'a très bien décrit, euh, d'une manière assez synthétique, si on veut résumer ou synthétiser donc les axes principaux de ce paquet d'ordonnances et de directives. Mélissa me dira si elle en est d'accord, mais si on veut le résumer à quelques axes principaux, on dirait que, tout d'abord, on dira que l'objectif, bien entendu, il est assez clair, c'est de réduire au maximum le nombre de personnes qui arrivent et qui séjourneront sur le territoire de l'UE. Sarah Boursier l'a très bien dit tout à l'heure, les mouvements migratoires, ils ont toujours existé depuis le début de l'humanité. On n'empêchera pas les gens de bouger pour des tas de raisons, que ce soit pour des raisons économiques, pour des raisons climatiques, pour des raisons... Et donc, penser que créer un certain nombre euh, de contraintes qui vont empêcher les gens d'arriver à un endroit ou à un autre, c'est comme construire des murs dont on sait à l'avance qu'ils vont être franchis d'une manière ou d'une autre, mais en faisant prendre, bien entendu, toujours plus de risques aux gens qui souhaitent les franchir, quelle que soit la raison. Quels sont les axes problématiques principaux, nous semble-t-il, de ce pacte? D'abord, il touche le fichage et la détention, avec en particulier, par exemple, la généralisation des zones d'attente dans les pays de l'UE ou dans les pays tiers, euh, zones d'attente où on peut attendre jusqu'à 6 mois, le traitement des demandes d'asile aux frontières avec l'externalisation possible également, le raccourcissement de tous les délais avec l'accélération des procédures, en particulier pour les pays d'origine, donc on juge qui sont peu protégés, ce qui permet en fait dans l'accélération de diminuer le durée du recours entre 5 et 10 jours en cas de procédure accélérée. Mélissa l'a également rappelé avec les délais de responsabilité Dublin en cas de franchissement irrégulier de la frontière extérieure qui passent eux, de 12 à 20 mois, en sachant tout ce qu'on pense, et je partage totalement ce qu'a dit Mélissa sur la responsabilité Dublin. La possibilité aussi de limiter les conditions matérielles d'accueil, la possibilité, Mélissa a rappelé tout ça, d'expulser vers des pays tiers, et même la possibilité pour les États membres de s'affranchir de leurs obligations en cas de ce qui est appelé une crise et en cas de force majeure. Donc, c'est ce texte-là qui arrive, sur lequel nous avons auditionné au Sénat, donc le ministre Nunez, en fait, semaine dernière. Le ministre Nunez, en fait, a été assez clair dans son opacité, puisqu'il a expliqué en fait en réponse à de nombreuses questions. J'ai eu l'occasion de vous transmettre donc le compte-rendu vidéo de son audition de la semaine dernière que Branislava a fait circuler sur un certain nombre de listes. Il a expliqué en fait d'une manière assez claire que le gouvernement travaillait pour l'instant justement à ces ordonnances, qu'elles n'étaient pas prêtes, qu'il était encore trop tôt pour pouvoir décrire exactement quelles seront, après avoir ces ordonnances, quelles seront les différentes applications et les différentes ordonnances que prendra le gouvernement.
que le gouvernement avait bien entendu une vision d'ensemble, qu'il pouvait répondre au niveau des différentes visions d'ensemble sur les différentes règlements de ce pacte, mais qu'il était en aucun cas possible de répondre d'une manière précise et technique sur les différents éléments qui le contiennent. Ce qui veut dire en fait que nous allons être amenés à voter pour laisser la main libre au gouvernement d'agir par ordonnance pour transcrire ce texte, sans savoir, bien entendu, du tout, puisque le gouvernement nous dit lui-même, entre guillemets, qu'il ne le sait pas précisément aujourd'hui techniquement, sans savoir à l'avance ce que le gouvernement va décider de faire. Bien entendu, un passage normal devant les parlementaires, en temps voulu, si cela avait été fait correctement, aurait pu permettre de discuter de chacune des mesures ou de chacune des applications techniques que souhaite prendre le gouvernement pour transposer ces textes dans la loi française. Nous ne pourrons pas avoir cette discussion. Donc, tous les sujets que nous venons d'évoquer sur tout ce que nous jugeons inacceptable dans ce pacte ne pourront pas être débattus précisément. Alors, nous les débattrons, bien entendu, puisque nous interviendrons d'une manière précise et d'une manière la plus large possible pour expliquer ce qui figure aujourd'hui dans ce pacte asile-migration, mais nous ne pourrons pas discuter précisément de son application et sa transposition dans le droit français, puisque il ne sera pas annoncé par le gouvernement exactement ce qui se passera. Ce qui veut dire qu'en fait, ce qu'on nous demande au Sénat, c'est de laisser les mains libres au gouvernement, sans réelle discussion et sans réel donc, contrôle démocratique sur ce qui va être fait. Alors, cette temporalité rapide qui a été créée en fait, cette urgence qui a été créée par le gouvernement qui n'a rien fait depuis mai 2024, alors qu'il sait depuis le début que la plupart des mesures du pacte entreront en vigueur le 12 juin 2026, fait aujourd'hui que nous trouvons devant une difficulté qui est celle en fait de ne pas pouvoir juger exactement de ce qui va être fait. Alors, bien entendu que les options principales et les lignes d'action du gouvernement nous permettent d'ores et déjà de savoir à quel point nous allons être opposés, en fait, à la transposition de ce texte, sur lequel nous sommes également opposés dès le départ. Enfin, nous nous sommes opposés au Parlement européen, mais ne nous permet pas, en fait, d'avoir une vision et un discours très ouvert et très technique là-dessus. Les délais d'habilitation prévus sont de 3 mois, 6 mois pour 6 mois pour l'outre-mer et 9 mois pour les mesures de coordination. Et ensuite, normalement, à partir de ces 3 mois et des délais que je viens de vous citer, il y a un délai supplémentaire de 2 mois normalement, de telle façon à pouvoir ratifier ensuite les ordonnances, si en tout cas le gouvernement met bien à l'ordre du jour du Sénat et de l'Assemblée nationale ce procédé de ratification, ce qui fait que de toute façon, la France sera en retard par rapport à la date du 12 juin 2026, qui est la date d'entrée en vigueur. Pourquoi au Sénat en premier lieu et pas à l'Assemblée nationale? Je voudrais juste rappeler, au cas où vous ne suiviez pas forcément tous les travaux du Sénat, que depuis le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, ce passage au Sénat de textes de loi fréquemment avant l'Assemblée nationale, alors que auparavant c'était essentiellement les textes qui touchaient l'organisation administrative du pays et les collectivités territoriales qui, par coutume, passaient en première lecture au Sénat. La plupart des textes qui touchent le ministère de la Justice ou le ministère de l'Intérieur, ce sont des textes dont la commission des lois s'occupe prioritairement, donc dont je suis souvent chef de file, passent en premier lieu au Sénat. Parce que vous savez parfaitement bien que la majorité au Sénat est une majorité de droite, républicaine pour la plupart, et que le gouvernement pense, espère et voit bien que la majorité de droite écrit ou réécrit ou modifie ou durcit, si on veut le dire comme ça, la plupart des textes qu'elle reçoit, que ce soit qu'elle reçoit du gouvernement. Et donc, en fait, le fait d'arriver avec un texte du Sénat qui est plus répressif et plus dur que le texte initial permet ensuite d'affronter l'Assemblée nationale où la majorité maintenant n'est plus une majorité simple, on va dire. Contre l'extrême droite, de les convaincre enfin de voter pour la gauche.
Alors, on a une interruption Il est du temps, meeting. Ah, ah, il est je temps sais de pas. se Il y a, réveiller. Il il y est a temps. quelqu'un, C'est à il y a Marseille, quelqu'un ça? qui doit. Je Ah, vais, je vais couper tous les micros à nouveau. Désolé. c'est pas grave. C'est pas grave. Je les avais On ouverts sait pour que c'était que. une manif à Marseille. L'intervention était intéressante, mais Euh, depuis ce deuxième mandat de Macron, cet appui sur la majorité de droite qui a connu son apogée avec le gouvernement qui a nommé 9 sénateurs de droite, le Premier ministre qui a nommé 9 sénateurs de droite au gouvernement, donne lieu en fait à des textes qui ensuite arrivent à l'Assemblée nationale avec une légitimité ou une approbation démocratique qui a été donnée par le Sénat et qui permet ensuite de discuter ou d'avoir des textes qui sont beaucoup plus à droite que les textes initiaux du gouvernement et avec l'accord du gouvernement. Je rajouterai quand même un élément qui n'est pas inintéressant pour ceux qui ne le savent pas. Il arrive très fréquemment maintenant en plus, que craignant en fait des amendements ou des votes de l'Assemblée nationale qui malgré tout ne correspondraient pas à l'optique du gouvernement et au durcissement de la droite sénatoriale, il arrive que des motions de rejet préalable soient votées, y compris par des gens qui ont eux-mêmes déposé les textes, de telle façon, je vous rappelle que la motion de rejet préalable, ça veut dire on n'étudie pas ce texte parce on est contre, on pense qu'il ne faut pas l'étudier. Et en fait, le dévoiement des outils de la Ve République, on en a connu plusieurs, mais un de ces ultimes dévoiements est le fait que les propres gens qui soutiennent le texte votent une motion de rejet contre le texte pour éviter qu'il soit étudié et donc modifié par l'Assemblée nationale. Et dans ce cas-là, il va directement dans cet organisme démocratique absolument extraordinaire qui s'appelle la commission mixte paritaire, c'est-à-dire un organe qui est constitué de 7 députés et de 7 sénateurs désignés en fonction des proportionnalités de chaque groupe au Sénat et à l'Assemblée nationale, dont le gouvernement et les républicains maîtrisent totalement la composition, de telle façon à ce que cette commission mixte paritaire, se passant quelque part du contrôle démocratique qui pourrait être effectué par l'Assemblée nationale, puisse décider d'un texte où peuvent figurer un certain nombre de mesures ou d'articles qui n'ont été votés ni par le Sénat, ni par l'Assemblée nationale, et qui seront votés, qui seront décidés donc d'une manière opaque, puisque la commission mixte paritaire se déroule sans le gouvernement, sans public, sans médias, etc., de manière totalement opaque, décide de textes d'un commun accord d'arrangement entre la droite républicaine majoritaire au Sénat et le bloc central de l'Assemblée nationale. Voilà un peu où on en est. Donc, accepter dans ce cadre-là de donner, de laisser les mains libres au gouvernement pour décider des ordonnances telles qu'il l'aura souhaité, sans avoir avant annoncé quelles seraient ces ordonnances et sans avoir obtenu un accord parlementaire sur ces ordonnances, nous paraît absolument dément pour un sujet dont on connaît l'importance, puisqu'en fait, il modifie quand même considérablement la notion même d'accueil et la notion même d'accueil des migrants en Europe. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être absolument résistant et faire en sorte de faire connaître précisément ce qui se passe. Et tout à l'heure, dans ma deuxième intervention, j'essaierai d'être plus optimiste en disant est-ce qu'on a des voies pour permettre d'éviter cela? Je n'en suis pas certain, mais je donnerai l'impression. En tout cas, j'essaierai de vous motiver pour vous dire qu'il en existe. Voilà. Alors, on va rajouter à la note pessimiste le plan principal, parce que Mélissa va nous dire que au-delà de ce qui se discute en ce moment au Sénat et à l'Assemblée nationale, ce qui ne discute pas, hein, en fait, ce qui ne se discute pas, mais qui se prépare au Sénat, au-delà de ça, il y a des nouvelles dispositions qui sont dans la cuisine, pratiquement prêtes pour être servies. Donc, il s'agit d'un nouveau règlement qui va aggraver tout ce que vous venez d'entendre. Mélissa, est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus?
Oui, peut-être revenir sur ce début de mandat et ce qui a amené en fait tout l'enchaînement jusqu'à ce règlement retour. Donc nous sommes arrivés dans le Parlement le plus à l'extrême droite de l'histoire de ce Parlement européen. On a aujourd'hui 3 groupes d'extrême droite, une droite qui se tourne de plus en plus vers l'extrême droite. La France est d'ailleurs le seul pays qui est représenté dans les 3 groupes d'extrême droite. Et donc, dès le début de ce mandat, alors que le pacte n'était pas encore mis en place, puisqu'il doit l'être en juin, alors que les États membres n'avaient pour la plupart pas encore rendu les fameux plans nationaux dont je parlais tout à l'heure, qui doivent donner à voir l'application de ce pacte, directement, la Commission européenne, par la voix du commissaire Brunner, nous a dit qu'ils allaient se tourner vers des solutions innovantes. Parce que je vous disais, au mandat précédent, la droite notamment nous a vendu le pacte comme la solution à toutes les questions migratoires. Et en fait, on arrive dans ce Parlement et on nous explique que finalement, le pacte, ce n'est pas suffisant, quoi qu'il ne soit pas encore mis en place, et qu'il va falloir trouver des solutions innovantes. Donc, solutions innovantes, qu'est-ce que ça peut bien être? Et j'y reviendrai notamment sur la question des centres de retour. Donc, on a eu un enchaînement comme ça de textes. Donc, il y a eu, il y a quelques mois, la question, je parlais d'externalisation des migrations, la question des pays d'origine sûrs et des pays tiers sûrs, qui a été votée largement par la droite, une partie de l'extrême droite. Donc, pays d'origine sûrs, c'est des pays, et donc dans le cadre du pacte, qui sont considérés comme étant sûrs, et donc ça amène à une procédure accélérée de demande d'asile. Donc, encore une fois, je vous parlais des garanties procédurales qui sont attaquées via ce type de texte. Pays tiers sûrs, c'est des pays considérés comme sûrs et donc avec qui on peut faire des partenariats, et donc j'y reviendrai dans le cadre du règlement retour, et donc vers lesquels on peut envoyer des personnes en demande d'asile. Donc on commence avec ces 2 textes très, 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 qui donnent la voie, qui donnent le chemin mené et lancé par l'extrême droite et la droite sur le recul des droits des personnes migrantes. En sachant que dans les pays d'origine sûre, il y a notamment les États candidats. Je vous parlais de la Turquie tout à l'heure. On voit des reculs majeurs de l'état de droit en Turquie. On voit des minorités qui sont attaquées en Turquie. On voit l'opposition qui est attaquée en Turquie. Et c'est considéré aujourd'hui comme un pays sûr. Il y a la Colombie, il y a le Bangladesh, il y a la Tunisie. Enfin voilà, on a ce type de pays qui sont considérés comme sûrs. Donc là, on a une levée de bouclier des progressistes et surtout les socialistes qui avaient accompagné cette question du pacte en disant il y aura ces 2 piliers de solidarité et de responsabilité, qui commencent à se dire mais en fait, que nenni, en fait, la droite et l'extrême droite vont continuer à dérouler le tapis anti-droit. Et donc, là, il y a tous les gros progressistes, il y a une levée de bouclier de tous les progressistes contre ces notions de pays d'origine sûre et de pays tiers sûrs. Et là arrive le règlement retour. Donc, je suis shadow rapportrice pour les Verts. En face de moi, il y a François-Xavier Bellamy pour le PPE. On a un rapporteur principal qui est Malik Asmani de Renew. Et en fait, très rapidement, parce qu'il y a notamment cette notion de centre de retour, donc ce que je vous disais tout à l'heure, avec des pays tiers, on va pouvoir avoir des accords pour envoyer des personnes. En fait, c'est l'exemple albanais de Giorgia Meloni. Je suis allée dans un de ces centres, dans le centre au milieu des montagnes albanaises. Je peux vous dire qu'il est impossible d'avoir le moindre monitoring sur les droits fondamentaux des personnes. Je suis arrivée dans un centre où on envoyait beaucoup de jeunes hommes venus pour la plupart du Maroc. Certains avaient passé 10-15 ans en Italie. Du jour au lendemain, ils passent de les CPRS, c'est l'équivalent des CRA en France, donc c'est les CRA italiens, les CPR. Et donc, on leur dit qu'ils vont être transférés dans un autre CPR
et ils se retrouvent au milieu des montagnes albanaises. On ne les a pas prévenus. On a regardé le registre des incidents. Il y avait 1 à 2 accidents graves par jour. Ce que j'appelle incident grave, c'est tentative de suicide, bagarre très violente. Il y a un nombre de personnes qui sont bloquées là depuis des mois, qui ne savent pas quand est-ce qu'elles pourront avoir leur procédure retour vers le Maroc. Enfin voilà, on a des conditions inhumaines. Et donc, c'est un modèle qui est proposé dans ce règlement retour comme généralisable. Et donc, on commence à négocier en sachant que très rapidement, la gauche européenne et nous sommes mis en dehors des tables de négociation parce qu'ils voient très bien que nous ne pourrons pas accepter un texte aussi inhumain. Les socialistes et Renew commencent à négocier, donc un texte qui est, dès le départ, le texte de la Commission est absolument horrible. On parle de droits procéduraux qui sont bafoués, on parle de centres de retour, on parle de délais d'emprisonnement, d'enfermement étendu. On parle de délais pour quitter le territoire qui sont réduits. Enfin voilà, on a un texte très dur dès le départ. Les socialistes et Renew essayent de négocier et à la dernière minute, François-Xavier Bellamy nous propose un contre-texte qu'il a négocié depuis des semaines en fait avec l'extrême droite. Les médias après ont révélé l'existence d'un groupe WhatsApp. Depuis des mois, la droite européenne négocie avec l'extrême droite sur ce règlement retour. Donc aujourd'hui, on a un règlement retour qui a été voté par le Parlement. Cette position est la position de la droite et de l'extrême droite. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce règlement retour? Je vous disais, aujourd'hui, le délai applicable pour un départ volontaire, c'est de 7 à 30 jours. Avec ce texte-là, ça peut être du jour au lendemain, vous devez quitter le territoire. C'est-à-dire que là, vous avez une procédure de retour. En quelques heures, vous devez quitter un territoire que vous avez peut-être connu depuis 10, 15 ans. Vous avez une famille, vous avez tout, vous avez votre vie. Et on vous dit, dans quelques heures, il faut avoir quitté le territoire. On a un règlement retour qui va mettre le retour forcé qui prévaut sur le retour volontaire, alors que toutes les études montrent que le retour volontaire sont les seuls retours effectifs qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'un retour forcé ne fonctionne pas. Forcer des gens à rentrer, à retourner dans leur pays, faire des retours forcés ne fonctionne pas et les gens reviennent. Enfin voilà. Et ça, si on a vu une étude d'impact qu'on a demandé dès le départ sur ce texte, en disant c'est un texte considérable, vous allez changer la vie de milliers de gens, vous allez détruire des vies. Il faut une étude d'impact. On nous a refusé cette étude d'impact. Donc, on a aussi des interdictions d'entrée qui vont être potentiellement à vie dans ce texte. C'est-à-dire qu'on va avoir des interdictions d'entrée entre quelques mois, quelques années et des interdictions d'entrée à vie, des gens qui ne pourront plus jamais revenir sur le territoire européen. Il y a ces fameux centres de retour qui vont être créés. J'ai entendu que Núñez disait que la France faisait tout pour que ce soit des accords bilatéraux et qu'il n'y ait pas d'argent du futur cadre financier, parce que de toute façon, il y a une décision du Conseil d'État qui nous empêcherait d'avoir ce type en tant que Français, d'avoir ce type de centre. Mais voilà, on va donner la possibilité aux États membres d'avoir ces centres de retour. Il faut savoir aussi que c'est dans ces centres de retour, on va pouvoir envoyer des familles dans le texte proposé par François-Xavier Bellamy. On parlait tout à l'heure des enfants dans les CRA. La seule bonne chose de la loi Darmanin, de la loi migration de Darmanin, c'est qu'il n'y avait plus d'enfants dans les CRA français. Aujourd'hui, on va de nouveau avoir dans ce texte des enfants potentiellement enfermés dans les centres de rétention européens. Donc, c'est une question qu'on a posée parce qu'on disait, dans le texte, on nous explique que potentiellement, on peut mettre des enfants si c'est nécessaire, enfermer des enfants. On disait, mais l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'est jamais d'enfermer. Et donc, comment vous pouvez mettre ça dans ce texte? Donc, on a un texte extrêmement dur.
Des droits procéduraux, je le disais, qui sont bafoués. Par exemple, on ne va plus avoir d'automaticité de l'effet suspensif d'un recours. Vous pouvez faire un recours sur votre procédure retour, ça ne va pas suspendre la procédure retour. Donc, on va pouvoir vous renvoyer dans votre pays d'origine ou dans un autre lieu sans que ce recours ne puisse bloquer cette décision retour. Il y a la question des détentions élargies. Je vous disais, la détention devient un outil de gestion des frontières comme un autre, et notamment c'est un outil de gestion des enfants migrants. Mais c'est une détention aujourd'hui dans ce texte, donc qui est de 12 mois maximum, avec une prolongation possible de 12 mois de détention. Donc vous voyez, donc ça va être c'est en cas de risque de fuite, d'obstruction délibérée ou d'évitement de retour, de risque pour la sécurité. Enfin, c'est vraiment des considérations élargies de la possibilité d'enfermer les gens. Donc voilà, la logique, c'est enfermement de tout le monde, femmes, enfants, hommes. C'est éloignement, et notamment dans ces centres de retour où je vous disais, il est impossible, mais vraiment impossible de gérer le moindre monitoring des droits fondamentaux des personnes. C'est le retour forcé qui prévaut sur le retour volontaire. Enfin voilà, on est sur un texte qui est d'une inhumanité assez considérable. Je ne pensais pas voir ça, et je ne pensais pas voir la droite européenne travailler main dans la main, ouvertement, comme ça, avec l'extrême droite, pour faire reculer l'état de droit, pour faire reculer les droits fondamentaux. Donc, parce qu'on a parlé d'optimisme. Comment être optimiste je vous dis, avec ce Parlement, et notamment là, on a dénoncé cette alliance absolument immonde entre la droite et l'extrême droite. Ça n'a rien changé à leur vote. Là, on va continuer à se mobiliser avec la société civile, et mon espoir aujourd'hui, c'est qu'on a encore des tribunaux dans ce continent. On va pouvoir avoir des recours, on va pouvoir faire prévaloir l'état de droit, et on va essayer de combattre pied à pied ces dispositions inhumaines, et essayer de se battre pour obtenir justice et pour préserver les droits fondamentaux. Parce que là, ça a été terrible comme semaine, mais on nous a empêché d'avoir un débat. Dans la présidente de droite nous a empêché d'avoir un débat lors de la session plénière, alors qu'on parle quand même d'enfermer des enfants à l'autre bout de la planète, possiblement, dans des pays tiers. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a tous ces textes qui se sont passés en 1 an et demi. On va voir ce qui nous attend pour la suite. Il va y avoir la réforme Frontex, qui va aussi être extrêmement difficile. Et on continue le combat. En tout cas, on est en lien avec la société civile, et vraiment, moi, j'ai à cœur une notion assez punk dans ce Parlement, c'est l'état de droit. Et il y a des tribunaux, et on va continuer à lutter par tous les moyens pour faire reculer ce texte. Voilà. Bon, et on va essayer de faire une note un peu plus optimiste. Donc, d'un côté, j'ai entendu même au Sénat une assez belle unanimité des rapporteurs, aussi bien de la Commission Europe que de la Commission Loi, sur on ne peut pas laisser passer ça. Avec la question quel sera le risque juridique si on ne votait pas l'ordonnance, enfin, la transcription par ordonnance, si on ne donnait pas la main au gouvernement, quel sera le risque juridique de continuer avec l'ancienne loi et avec les règlements qui s'appliquent directement. Et de l'autre côté, il y a aussi quand même un petit espoir côté Confédération européenne
des syndicats du service public qui appellent à la désobéissance ou à une application très souple et réduite des textes concernant l'immigration, notamment à ne pas dénoncer les enfants dans les écoles, ne pas dénoncer les gens qui se soignent et qui n'ont pas de papier, pour l'inspection du travail que je suis, pour ne pas dénoncer les sans-papiers, mais les employeurs qui les embauchent, etc., etc. Donc, on se réunit bientôt à Milano pour en discuter au niveau de l'Europe, mais Guy Benaroche, est-ce que tu as d'autres idées? Est-ce que tu peux développer les idées que je viens de donner? Je te remercie, Branislava, mais tu vois bien dans ce que tu dis qu'en fait, on en est au stade de la résistance. En fait, on se retrouve quand même dans une situation où on appelle à ne pas dénoncer. Donc, on est vraiment dans un état aujourd'hui très problématique qui fait que la seule lumière que tu ouvres, c'est celle d'une résistance d'un certain nombre d'acteurs syndicalistes, voire même professionnels, judiciaires ou autres, à ne pas appliquer, à ne pas agir d'une manière qui, et Mélissa l'a dit, totalement en dehors de tout humanisme. Euh, Si on veut être, je crains au niveau purement des processus parlementaires de ne pas être très optimiste. Il y a plusieurs éléments, et Mélissa l'a rappelé, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que notre principal outil, c'est celui du respect de l'état de droit. Et il faut toujours revenir sur ce respect et de l'état de droit euh, et de la justice, parce que aujourd'hui, On t'a perdu, Guy. Si tu peux fermer ta vidéo, comme ça on aura au moins le son. Tu es coupé. nous faire en sorte que si lien européen, mais au niveau français, par exemple, savoir qu'il y avait une proposition qui venait des Républicains de loi initiée par Bruno Retailleau qui prolongeait considérablement la durée de rétention dans les centres de rétention administratifs. Et en fait, aussi, sur ce point, comme sur certains points de la loi immigration, le recul, le fait d'arriver à avancer a été lié aux différents recours qui ont été portés par des parlementaires et en tout état de cause toujours par les parlementaires écologistes de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais qui ont été portés devant le Conseil constitutionnel. Euh, Cette voie-là est une voie qu'il ne faut pas abandonner aujourd'hui parce que c'est une voie qui nous permet, dans certains cas, de gagner certains combats qui ont été perdus politiquement en fonction des majorités. Euh, Mélissa l'a très bien dit, au Parlement européen, on sait aujourd'hui quelles sont les majorités. Euh, Au Parlement français, au Sénat en particulier, les majorités est menée, on va dire, clairement par Bruno Retailleau. C'est clairement lui qui mène le parti républicain. Et la plupart des textes qui sont présentés ou votés par les républicains sont des textes, en fait, qui ont aussi pour vocation de faire campagne pour les prochaines élections présidentielles de Bruno Retailleau. Donc, on se trouve, et qui, dans certains cas, font un peu fi de la constitutionnalité des mesures qui sont prises ou qui sont votées par le Sénat. Donc, ces recours-là, ce rappel permanent à l'état de droit, ces recours devant les conseils constitutionnels, ces alertes qui sont prises pour empêcher un certain nombre d'utilisation d'outils de la Ve République pour contourner le régime parlementaire et le Parlement, sont aujourd'hui, dans la situation politique qui est la nôtre, pratiquement les moyens les plus importants de pouvoir lutter contre l'adaptation d'un certain nombre de textes. Je me disais, je ne suis pas optimiste sur le fait que le Sénat ne vote pas le texte qui permet au gouvernement d'avancer par ordonnance. Je crains
que ce texte-là soit voté majoritairement par le Sénat. S'il ne l'était pas, dis-tu, que se passerait-il? Bon, d'abord, le gouvernement pourrait le présenter devant l'Assemblée nationale, et puis ensuite, le gouvernement pourrait décider à ce moment-là, peut-être d'un autre texte qui ne serait pas celui qui lui permettrait d'agir par ordonnance, même si on l'a dit tout à l'heure, attention, il faut faire la différence entre les règlements et les directives, hein. Certaines sont d'application directe dans le droit français, celles-ci seraient appliquées telles quelles par le gouvernement, puisqu'il y est normalement, il est obligé. Mais il pourrait aussi décider d'un projet de loi de manière accélérée pour essayer de le mettre à l'ordre du jour parlementaire, quitte à allonger la session parlementaire plus loin que mi-juillet, de telle façon à pouvoir s'affranchir, enfin pas s'affranchir, mais à pouvoir, malgré le refus du recours aux ordonnances, avancer, parce qu'il en est quelque part quand même obligé. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas négliger non seulement, bien entendu, la société civile dont parlait Mélissa, sur lesquels nous étions déjà beaucoup appuyés sur les textes d'immigration au Sénat et à l'Assemblée nationale, sans pour autant avoir beaucoup de succès. Un peu sur les mesures anticonstitutionnelles, mais pas sur le fond des choses. Bien entendu qu'il faut continuer à exercer cette pression et à faire en sorte, peut-être, qu'elle soit encore plus importante avec les associations, les groupements, les syndicats professionnels avec lesquels nous travaillons régulièrement. Il faut mettre en avant aussi un certain nombre d'éléments pour essayer de mettre à mal la sorte de rationalité sur lesquelles se base aussi souvent la droite, voire la majorité présidentielle, par exemple sur le coût de l'immigration. Aujourd'hui, il est important de reprendre, me semble-t-il, toutes les études sur le coût, entre guillemets, de l'immigration et sur le coût aussi des nouvelles mesures et de la façon et des coûts supplémentaires que cela implique, en particulier, par exemple, sur le poids que ça peut avoir sur nos finances, y compris, par exemple, sur les tribunaux administratifs. Et donc, en fait, je pense qu'il y a à la fois cette lutte fondamentale pour les combats que nous menons pour l'accueil et pour montrer que l'objectif qui est annoncé par la droite et l'extrême droite, c'est-à-dire de réduire les mouvements migratoires dans le monde et de réduire le fait qu'il y ait beaucoup de gens arrivent en Europe, cet objectif-là, en fait, il se trouve confronté à une réalité qui est la réalité de la permanence de ces flux migratoires et de ces mouvements migratoires et le fait qu'ils ont été et qu'ils seront de plus en plus nombreux pour des tas de raisons, je l'ai cité tout à l'heure, qui fait que les gens seront amenés à bouger dans le monde et que ça, on ne peut pas l'empêcher, on ne pourra jamais l'empêcher. La seule chose que feront ces lois, c'est d'augmenter les dégâts, de ne pas traiter les gens humainement, de créer un certain nombre de situations dramatiques, bien entendu mortelles pour un certain nombre de migrants, y compris des enfants et d'augmenter le sentiment d'ostracisation qui est ressenti aujourd'hui par les migrants, qui, quand ils arrivent dans un pays, arrivent avec l'intention à la fois de pouvoir y vivre, de pouvoir y travailler, de pouvoir s'y intégrer, et qui sont reçus de la manière dont ils le sont, ce qui crée bien entendu chez eux et chez leurs enfants ensuite, tout un tas de ressentiments, pour le dire comme ça, qui font qu'en fait, ces lois-là entretiennent totalement le rejet et ce que les autres appellent, ce que la droite appelle la crise migratoire et le danger migratoire. Donc, il faut aussi jouer là-dessus, il faut bien entendu s'appuyer à la fois sur cela et en même temps, il faut s'appuyer sur tous les éléments qui permettent de démontrer qu'en fait, ces mouvements migratoires ne sont pas un coût pour chacun des pays, pour l'Europe, ni pour la France, mais que ce sont des éléments qui permettent en fait, au contraire, aujourd'hui, à beaucoup de pays européens ou dans le monde, de
d'aller de l'avant et de permettre de continuer à avoir en fait un certain niveau, un certain type d'activité qui en fait est bénéfique à la totalité de la société, bien entendu, y compris aux migrants, mais aussi aux gens qui ne sont pas des migrants et qui sont dans ces pays. Alors, je sais pas, tout ça n'est pas très optimiste parce que ça ne garantit pas un succès, mais il faut bien entendu être conscient que tant que l'Europe aura les majorités qu'elle a aujourd'hui après les élections diverses et variées, et tant que la France a la majorité qu'elle a avec la présence de plus en plus importante, y compris au Sénat, où ils vont vraisemblablement pouvoir créer un groupe au renouvellement d'octobre 2026. Il faut savoir que la lutte principale est là et qu'en fait, tant que nous n'arriverons pas aussi à rebâtir des majorités et des mouvements sociaux et associatifs qui peuvent faire peser un rapport de force après avoir organisé la résistance, nous aurons du mal à y arriver dans le contexte actuel. Et pour rebondir là-dessus, vous dire peut-être, parce que j'ai pas parlé des trilogues, mais en Conseil, le seul État membre qui s'est opposé au règlement retour, c'est l'Espagne. C'est un peu léger. Voilà. Bon, on va passer aux questions-réponses. Steven, est-ce qu'il y avait les commentaires des questions déjà posées ou est-ce que tu peux au moins nous résumer les commentaires? Ouais. Alors, dans le chat, il n'y a pas eu vraiment de questions posées, à part Sarah Boursier, qui a posé une question, mais sous forme plutôt rhétorique, je pense, sur l'atteinte à l'état de droit. Elle demandait si la CEDH va pas réagir si tous les pays mettent en pratique, ou en tout cas portent atteinte à l'état de droit à travers ces différents règlements et directives. Voilà, quel rôle peut avoir la CEDH finalement là-dedans? Je sais pas si tu veux répondre, Mélissa. Tu veux commencer? Je t'en prie, vas-y. Non, la CEDH peut avoir un rôle. En fait, tous les organes européens ou nationaux qui ont pour vocation en fait de contrôler la constitutionnalité, de contrôler le respect de l'état de droit, de contrôler la proportionnalité des mesures avec le respect des libertés individuelles. Tous ces organes, tous ces organismes, bien entendu, peuvent jouer un rôle au moins ralentisseur. Voilà. Après, quel est le pouvoir d'action de la CEDH pour faire modifier les directives ou les textes qui vont être votés au niveau européen, je ne suis pas capable d'y répondre comme ça directement. Je sais pas en fait. Euh, du coup, moi, de mon côté, c'est vraiment, enfin, ce qu'on voit ici au niveau européen, c'est que la CEDH a condamné beaucoup d'États membres sur des questions migratoires. On a eu beaucoup de condamnations de la Belgique, de la Grèce. Enfin, on a le médiateur européen aussi qui est sur le coup. Enfin, je pense notamment à la question des pushbacks en Grèce, où les gardes-côtes grecs envoient sur des bateaux pneumatiques des exilés dans les eaux turques. Enfin, voilà. On a beaucoup de condamnations. Euh, des États membres qui réagissent très peu à ces condamnations, mais, enfin, je le disais, moi, je crois encore en cette notion punk d'état de droit, et je crois en l'importance de ces cours, en l'importance de la justice, et vraiment sur cette question du règlement ou même du pacte. Je pense qu'il y aura des condamnations et je les attends et je ferai tout. Enfin, si des ONG, si des organisations veulent mener la bataille juridique, je serai là pour les soutenir parce qu'effectivement, c'est le recours que nous avons aujourd'hui. En fait, face à des parlementaires qui nous demandent mais qu'est-ce que vous voulez dire par droits fondamentaux et puis vous trouvez pas qu'il y a trop de fois de références aux droits fondamentaux dans ce texte. Enfin vraiment c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Enfin on a quand même une question de l'extrême droite qui nous a demandé à un moment qui a demandé à la commission
Mais une fois qu'on aura ces centres de retour, donc nous envoyons une personne migrante dans un centre de retour, à partir de quand nous n'avons plus aucune obligation sur les droits fondamentaux de cette personne? Enfin voilà, on en est là avec ce type de questions. Et donc moi, effectivement, ce à quoi je me raccroche aujourd'hui, c'est ces tribunaux, c'est cette justice qui doit faire respecter l'état de droit et les droits les plus fondamentaux des personnes qui sont présentes sur ce continent. Ouais. C'est assez choquant, effectivement, quand tu dis comme ça. Je, Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment étonnant de la part d'élus de l'extrême droite? Malheureusement, je ne pense pas. je On peux a une autre rajouter quelque chose. question de Sarah Steven, Boursier. Oui. Steven, juste rajouter quelque Ouais. chose parce que elle l'a évoqué tout à l'heure, Mélissa, au Parlement européen avec cette collusion entre l'extrême droite et Bellamy. Donc voilà. Je dois dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est même pas une collusion, c'est que en fait la droite court après l'extrême droite et que dans l'esprit de beaucoup, la droite aujourd'hui dans notre pays, par exemple, c'est plus les Républicains, mais c'est le Rassemblement national. C'est-à-dire que nous, on continue à dire l'extrême droite, bien entendu, et on continuera à le dire, et on sait pourquoi, et on sait tout ce que ça représente. Mais il faut bien savoir aujourd'hui que l'extrême droite, dans l'esprit de beaucoup, et on l'a vu encore aux dernières élections municipales en France, c'est la droite, tout simplement. Et qu'en fait, aujourd'hui, quand on voit un texte de loi de Retailleau, on ne voit pas tellement la différence entre le texte de loi de Retailleau et un texte de loi qui pourrait émaner de l'extrême droite, hein. Ouais. Euh, Merci beaucoup pour cette précision. Et quand tu dis que l'extrême droite, c'est la droite, c'est bien la droite qui est passée à l'extrême droite, et non Oui, pas l'extrême droite qui est passée à droite. bien sûr. Oui, donc on avait une question de Sarah Boursier à nouveau sur les OQTF. Donc je vais lire son commentaire. Les OQTF sont des décisions administratives qui ont été dévoyées de leur objectif initial, qui était les troubles à l'ordre public, et devenu un instrument de pénalisation ridicule et anxiogène pour des citoyens qui sont installés et ont des droits. Que proposez-vous au Sénat pour que cet abus cesse? Et j'en profite également pour remonter la question de Sylvie Pelletier qui correspond, qui est dans la même veine. Comment plus largement contribuer à la résistance contre le pacte? Alors, sur la première question, je laisserai Mélissa répondre peut-être aussi à la seconde, ou à la première si elle le veut, mais lutter contre les OQTF, c'est compliqué. Pour l'instant, notre lutte, c'est de lutter contre l'expansion et l'augmentation des OQTF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir, je peux vous donner plusieurs exemples. L'exemple de travailleurs étrangers sans papier, enfin, travailleurs étrangers avec un titre de séjour, dont le titre de séjour n'est pas renouvelé, non pas parce que il a causé des troubles à l'ordre public, mais tout simplement parce qu'administrativement, l'engorgement est tel qu'il ne peut pas disposer de son nouveau titre de séjour dans les temps. Et aujourd'hui, il y a des OQTF qui sont prises contre ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On ne peut pas faire grand-chose, sauf changer les textes de loi actuels et empêcher des OQTF. En fait, les seules résistances que nous avons aujourd'hui, c'est une résistance pratiquement au cas par cas. Je vais vous donner un autre exemple. Emmaüs, par exemple, à Marseille, aujourd'hui, 80% de ses compagnons, c'est-à-dire des personnes qui sont à Emmaüs, qui sont logées, nourries et qui sont peu, mais qui sont rémunérées, 80% de ces compagnons sont en fait sous OQTF, c'est-à-dire en toute connaissance de la préfecture qui, de temps en temps, vient en récupérer un chez Emmaüs pour le mettre dans un CRA et pour l'expulser. Et en fait, le principal souci aujourd'hui du gouvernement, c'est d'avoir plus d'OQPF et de passer le plus d'accords possible pour pouvoir ensuite faire exécuter ces OQTF. Le souci du gouvernement, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup. Le pourcentage d'OQTF exécutés était très faible, mais malheureusement, il augmente. Oui, et sur les OQTF, il faut savoir que la France produit un tiers, voire la moitié des OQTF de l'Union européenne. On est le pays qui distribue le plus. C'est pour ça qu'elles ne sont pas exécutées. Je veux dire, c'est démentiel. Oui, il y en a beaucoup. Vous avez un tiers des obligations de quitter le territoire qui viennent de la France. J'habite dans le Nord, Pas-de-Calais,
Et en fait, il y a des gens qui reçoivent plusieurs fois par jour des OQTF. Enfin, c'est assez délirant. Euh, et donc, ça, c'est une question plutôt franco-française. Sur la résistance sur le pacte, moi, je pense que là, l'enjeu, et c'est ce qu'on essaye de faire, notamment avec ce groupe de travail sur la mise en place du pacte, c'est observer ce que font les États membres, comment ils l'appliquent. Et on le disait, la plupart, c'est des règlements, il y a une directive à transposer, ce sont des règlements qui s'appliquent directement, mais il y a des éléments qui sont facultatifs dans ces règlements. Et par exemple, en regardant l'audition de Nunez, on apprend que sur le règlement Eurodac, je crois que c'est l'article 13 sur la prise d'empreinte, en fait, autorisation de contrainte pour prendre l'empreinte, c'est facultatif, la France va l'appliquer. Du coup, je pense que l'enjeu, ça va être de regarder comment les États appliquent et ce qu'ils décident de mettre autour. Et par exemple, j'ai un exemple, je parlais avec une militante italienne, d'une ONG italienne sur les questions migratoires, qui m'expliquait qu'en ce moment, autour de la mise en place en Italie de ce pacte asile-immigration, qui se fait à peu près, enfin ce qu'on appelle nous des ordonnances, c'est à peu près le même format en ce moment en Italie, mais autour de ça, par exemple, ils ont fait une loi sur le blocus naval. Pourquoi pas? Et donc, les ONG sont en train de lutter contre ça en disant c'est totalement illégal. Et du coup, autour du pacte, l'Italie a décidé de prendre des mesures un peu illégales sur un blocus naval contre les migrants. Et donc, vraiment observer comment les États membres mettent en place et pousser avec, des ONG le font et mettre en lumière en fait ces reculs majeurs et surtout ces attaques contre les droits fondamentaux un peu partout. C'est ce qu'on essaye de faire avec mon équipe. Là, enfin, je vous disais, j'étais en Albanie. On va sans doute aller en Italie dans quelques temps. On essaye, enfin, je me déplace assez régulièrement à Calais. Voilà, essayer de voir comment sont gérées nos frontières et mettre en lumière aussi ces attaques frontales par les États membres des droits. Je pense que c'est important. Merci beaucoup. Alors, il y a pas d'autres questions dans le chat, donc j'en profite pour poser une question qui est liée à ce que tu disais, Mélissa. Tout à l'heure, tu disais que l'Espagne est le seul pays à avoir voté contre. Est-ce que aujourd'hui, tu connais ou vous connaissez la façon dont l'Espagne va faire la transposition de cette loi au sein du pays, sachant qu'il y a eu l'annonce récente de la régularisation d'un grand nombre de personnes habitant sur le territoire en situation irrégulière, que on a vu la réaction de nos politiques à nous, de la droite et de l'extrême droite. Bon voilà, est-ce que tu as des éléments à nous donner là-dessus? Sur la mise en place du pacte en Espagne, j'avoue ne pas avoir regardé. Tout ce que je peux te dire, c'est que contrairement à d'autres pays, sur ce dont je vous parlais tout à l'heure sur les plans nationaux, c'est l'un des seuls pays qui a mis autour de la table les ONG pour créer, co-construire ce plan national en fait. C'est vraiment l'un des seuls pays où il y a eu des auditions d'ONG, de terrain, etc., pour construire les bases du plan national. À savoir aussi, je vous parlais tout à l'heure des mécanismes de solidarité. L'Espagne aujourd'hui est l'un des pays qui va faire le plus de relocalisation. C'est l'un des plus des plus présents et des plus, c'est vraiment un modèle sur l'application notamment du pilier solidarité. Parce que, la dernière fois, on a auditionné l'ambassadeur espagnol. Il nous disait, en fait, il ne peut pas y avoir de pacte sans solidarité. Et vraiment, cet aspect solidarité et comment on essaye de faire reposer l'accueil sur l'ensemble des États membres, ils sont vraiment en lead là-dessus. C'est assez intéressant à voir. Donc, on verra comment cela se met en place. Mais je pense que ça va pas ressembler notamment à la version italienne et ce blocus naval. Parce que, les majorités sont différentes en Espagne. Mais effectivement, ici, ça a fait beaucoup parler, ces 500 000 régularisations. On a même eu le droit à un débat
parlementaire sur les régularisations de Pedro Sanchez, en sachant que je pense qu'on a un débat parlementaire sur la situation espagnole à peu près à chaque session plénière, puisque le PPE espagnol a décidé que pourquoi pas. Mais ça sera intéressant à voir, vraiment à analyser. Ok, merci beaucoup. Je sais pas, Guy, si tu voulais réagir à ça ou si on passe à la question suivante. Non, non, je veux juste te dire que l'Espagne sur d'autres sujets est aussi en avant. J'ai été à Madrid, j'ai vu le ministre dernièrement sur les tribunaux spéciaux qui ont été mis en place pour lutter et pour accompagner les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et je dois dire qu'effectivement, aujourd'hui, euh, on peut considérer que l'Espagne peut être un catalyseur d'un certain nombre de décisions ou d'applications de ce pacte qui pourraient être prises peut-être par d'autres pays. Pour l'instant, il n'y a que l'Espagne qui l'a rejeté. Néanmoins, ce qu'il fera sera quand même regardé. Et je n'ai pas d'idée précise effectivement sur son application demain en Espagne, mais il y a vraisemblablement effectivement un certain nombre de mesures qui peuvent être appliquées différemment, des exceptions qui ne seront appliquées ou pas selon les pays. C'est intéressant de voir comment fait l'Espagne, puisque ça peut nous permettre aussi, dans un certain nombre de cas, de souhaiter ou de rejeter peut-être les ordonnances qui seront prises par le gouvernement, parce qu'il faudra bien quand même qu'à un moment donné, il les fasse ratifier dans un délai, normalement, je l'ai dit tout à l'heure, de 2 mois après les 3 mois nécessaires. Donc, d'ici 5 à 6 mois. Et donc, je pense que c'est intéressant de savoir où on en sera dans les autres pays, comment ils les ont appliqués et ce qui se passe en Espagne. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions dans le chat, donc surtout n'hésitez pas à en poser pour les quelques minutes qui nous restent. Donc, je continue avec mes propres questions. Un sujet qui n'a pas du tout été abordé juste ici et qui l'est peut-être pas dans les textes en eux-mêmes, c'est le rôle de Frontex et aussi l'externalisation de l'Union européenne sur tout ce qui est gestion des, là je mets des guillemets, des routes migratoires. Est-ce que cette externalisation, aussi bien par ce qu'on trouve sur les côtes libyennes ou entre les frontières de pays en Afrique, l'ingérence aussi, je me permets de dire l'ingérence de l'Union européenne sur ses frontières extérieures, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un sujet qui est débattu, que ce soit au Sénat ou au Parlement européen? Tu peux commencer, Mélissa, si. Oui. Bah, c'est débattu. On a des débats sur le sujet, mais en fait, c'est surtout porté par les progressistes. Et personnellement, et avec d'autres, on pose régulièrement des questions, enfin, sur la question de la Libye, quand il y a eu les attaques sur les ONG par des gardes-côtes libyens qui sont dans des accords avec des États membres. Sur la question de la Tunisie, je sais que Mounir travaille beaucoup sur la question de la Tunisie et du recul de l'état de droit, mais aussi, enfin, il y a une maltraitance généralisée des personnes migrantes en Tunisie. On a des accords avec eux. Je suis allée en Turquie parce que on finance des centres de rétention en Turquie pour les Syriens où il a été prouvé qu'il y a des actes de maltraitance et c'est de l'argent européen. Quand j'y suis allée, la représentation permanente de l'Union européenne m'a expliqué gentiment que les autorités turques ne les laissaient pas entrer dans ce centre qu'on finance. Donc, il y a des échanges, il y a des questions posées, mais en fait, il n'y a aucune remise en question de ces accords et de cette externalisation parce qu'on nous explique que c'est le mal nécessaire pour gérer nos frontières et pour éviter une subversion migratoire. En fait, ils sont prêts à ça et à s'allier au pire régime pour gérer nos frontières. Et c'est en ça qu'on essaye de les bousculer, en disant en fait, les valeurs de l'Union européenne, la construction européenne se fonde sur des valeurs fondées sur l'humain, sur la solidarité, sur les droits fondamentaux, parce qu'en fait, ça se construit après une guerre effroyable, après des crimes de masse. Et en fait, aujourd'hui, on permet nos frontières, notre Europe forteresse, en fait, entraîne la mort de personnes dans d'autres États, en Méditerranée, dans la Manche.
Et c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de construire. On essaye d'avoir ces échanges. Mais c'est ce que je disais au début sur la présentation du pacte. C'est un pilier majeur du pacte, cette question de l'externalisation. Aujourd'hui, avec le pacte, il y a cette question, il y a cette introduction des pays tiers sûrs, il y a le développement de partenariats migratoires avec des États. Enfin voilà, c'est vraiment devenu un pilier, c'est devenu une gestion migratoire qui est très peu remise en question, à part par le camp progressiste au sein de l'Union européenne. J'espère que ça changera un jour. Pour l'instant, nous en sommes loin. Nous en sommes loin et les ONG alertent. Hein. Enfin, on a notamment sur la Libye, enfin, c'est devenu un enfer la Libye pour les personnes migrantes. Même le commissaire ne peut pas entrer en Libye et on continue les partenariats avec la Libye. Donc voilà, on essaye vraiment d'alerter sur ce sujet. C'est très difficile dans le contexte actuel. Oui, je rajouterais juste que c'est vraiment un pilier aujourd'hui de la politique migratoire ou du pacte que cette externalisation de la gestion des flux migratoires, en fait. Et de la même façon, au Sénat, ce n'est absolument pas remis en cause par la majorité du Sénat. Au contraire, je dirais que c'est vu comme une des solutions, voire la solution essentielle pour éviter donc ce qui est un fantasme total, qui est cette submersion, pardon, migratoire. Et donc en fait, enfin, il me semble qu'il faut bien comprendre que il faut lutter pied à pied contre chacune des mesures parce que c'est important et que ça peut permettre effectivement d'engranger un certain nombre de retards ou de victoires dans certains cas sur des mesures qui, parce qu'elles ne respectent pas l'état de droit et parce que la justice européenne ou la justice française ou la justice d'un autre pays va s'y opposer ou le Conseil constitutionnel en France permettra en fait de retarder ce phénomène, mais il faut bien savoir que c'est une un vrai combat culturel qui est mené, un vrai combat pour faire valoir que il ne s'agit là en fait que d'histoire, que de mirage, que de fantasmes quand on parle de submersion migratoire. Mais à partir du moment où l'idée est acceptée que c'est un phénomène réel qui à la fois met en cause notre patrimoine, nos valeurs et notre économie, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, il n'y a aucune limite à la droite et à l'extrême droite. Et l'externalisation, le fait de rendre plus loin et moins présents les migrants parce qu'on va les mettre aux frontières de l'Europe ou même à l'extérieur, est pour eux un élément essentiel de la façon dont ils envisagent les choses. Donc, on le combat de la même façon qu'au Parlement européen. On pose des questions au gouvernement, on intervient, mais on est vraiment très peu nombreux, et en tout cas pas majoritaires, à défendre ces sujets-là, en fait. Alors, je vous propose pour le bouquet final de changer un peu les règles. Donc, je vois que Kevin a demandé quelque chose. Enfin, il y avait plusieurs questions qui ont été posées. Je vous propose de lever la main. Ceux qui veulent s'exprimer, qui veulent poser des questions, on fait un petit bouquet des questions, des commentaires. Je vous donne la parole et après on redonnera la parole à Guy et à Mélissa pour finir. Donc, Kevin, est-ce que tu veux bien? Et les autres, levez les mains si vous voulez parler. Kevin, je te laisse la parole. Oui, merci. Je sais qu'à Nantes, le groupe local des écologistes, il s'est opposé à la création d'un nouveau centre de rétention administratif. Au niveau national, vous, qu'est-ce que vous pensez du concept même de CRA en général? Est-ce qu'il faut les supprimer purement et simplement si on en avait la possibilité? Est-ce qu'il faut en maintenir certains? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, Sarah Boursier. À toi. Moi, ça sera pour répondre à Kevin sur la doctrine du parti et ce que nous défendons, puisque
Nous sommes contre les CRA, Kevin. Et ça, c'est l'objectif idéal de l'écologie politique et de ce qu'on défend chez les Verts. Donc, on est contre les centres de rétention administratifs, que ça soit déjà pour une question économique, qui sont une perte d'argent et traumatisante. Donc, c'est une question qui est un petit peu à double sens, puisqu'on demande l'avis à des parlementaires, alors qu'on a une doctrine personnelle qui est de pousser à ce qu'on supprime les centres de rétention administrative. Voilà mon commentaire. D'autres commentaires, protestations, exigences, questions? Alors, on laisse la Euh, dernière parole. ouais. Alors, sur les CRA, on est entre nous, donc c'est parfois plus compliqué en tant que parlementaire de dire les choses aussi clairement. Mais effectivement, pour avoir visité plein de CRA, c'est de l'argent, enfin, c'est terrible, de l'argent public. Je crois qu'une personne en CRA, c'est 600 ou 700 euros pour le contribuable. J'ai visité pas mal de CRA l'année dernière, justement pour, je vous disais, mettre en lumière, l'important, c'est de mettre en lumière l'impact des politiques migratoires sur la vie des gens et à quel point ça peut détruire des vies. J'ai rencontré des gens qui étaient pour certains, là, pour la 6e, 7e fois. Par exemple, des Algériens. C'était impossible d'avoir une procédure retour puisque l'Algérie bloquait. Puis ils passaient quelques semaines en CRA, puis ils ressortaient, on les arrêtait de nouveau. Et j'ai vu une femme il y avait eu une erreur de procédure. Et donc, elle s'était retrouvée dans un CRA en Normandie, le CRA de Wassel. Les policiers, 3 ou 4 policiers ont dû l'escorter jusqu'à Lyon parce qu'il y avait une erreur de procédure et puis devaient aller la récupérer 2 jours après pour retourner en CRA. Imaginez, payer 4 policiers sur un aller-retour Rouen-Lyon sur plusieurs jours. Enfin voilà. Et surtout, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que c'était pire que la prison. C'est-à-dire qu'un CRA, c'est vraiment des conditions, enfin, parce que pour la plupart, ils sont assez vétustes. Alors là, il y a une nouvelle génération de CRA. Et en fait, on enferme des gens on met des gens dans une prison pour leur statut. Je voudrais revenir là-dessus parce que, c'est comme sur le règlement retour. C'est-à-dire qu'on va envoyer des enfants en prison ou dans des centres de retour pour le statut, pour le fait que leurs parents n'aient pas les bons papiers. Donc effectivement, en fait, les CRA, il n'y a aucune utilité à ce qu'il y ait des CRA en France ni ailleurs. Euh, L'enfermement n'est pas une solution en fait. Et notamment, on voit que dans les statistiques, le fait de rester dans un CRA plus ou moins longtemps, en fait, ça ne change rien à la procédure retour, à l'efficacité de la procédure retour ou pas. La plupart des gens, en plus, en CRA, on a des taux de retour qui sont assez dérisoires. Donc, on enferme des gens pendant plusieurs semaines pour qu'à la fin, il n'y ait potentiellement pas de retour. Et donc, enfin, c'est une torture. Des gens qui me disaient, Madame, je préférerais être en prison qu'ici. Certains qui sortaient de prison qui me disaient, je n'ai jamais vécu dans des conditions aussi abominables. Donc, on en est là. Donc, effectivement, en fait, il ne devrait pas y avoir de CRA. Guy qui visite les Oui. prisons. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bien Est-ce entendu que qu'on est tu as opposé au visité CRA. les CRA? Est-ce Bien que tu as- entendu, j'en ai visité au moins une bonne dizaine, dans certains plusieurs fois. Et bien entendu que beaucoup des gens qui sont dans les centres de rétention administratif disent que c'est mieux la prison. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que dans un CRA, rien n'est prévu pour les gens qui sont retenus, aucune activité, aucun travail, aucune réinsertion, enfin, tout ce qui peut être, je ne veux pas faire un portrait idyllique des prisons, bien entendu, hein, avec tous les problèmes qu'on connaît, je visite aussi beaucoup de prisons. Mais dans les centres de rétention administrative, dans les LRA, les lieux de rétention administrative, qui sont des sortes de CRA encore plus en dehors de la légalité que les CRA, dans toutes ces zones-là, en fait, les personnes qui sont retenues n'ont commis aucun délit. Si elles ont commis des crimes ou des délits, elles ont été en prison. Et en fait, la doctrine de Darmanin à l'époque, au moment de ces directives qui ont changé un petit peu l'occupation des CRA, c'était de dire en fait, on va mettre dans les CRA que les gens qui présentent un certain danger.
Alors que l'ECRA, au départ, je vous rappelle, c'est un séjour très temporaire pour des personnes qui vont retourner dans leur pays. Or, aujourd'hui, c'est des séjours de plus en plus longs pour des personnes dites dangereuses pour la société, et en plus, dont on sait pertinemment que la majeure partie va sortir du CRA au bout du temps maximum, puisque je crois que le temps maximum aujourd'hui, c'est 90 jours, mais le temps moyen d'une personne en CRA, c'est 45 jours. Donc, en fait, la plupart des gens sortent des CRA avant même le temps maximum où ils pourraient y rester. Et ils sortent, bien entendu, sans jamais, et ils reviennent 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, comme l'a dit Mélissa, et aucune de ces détentions, de ces rétentions dans les CRA n'aboutira finalement sur la réalisation de l'OQTF. Et donc, en fait, c'est utilisé aujourd'hui par le ministre comme une sorte de prison avec beaucoup moins de possibilités offertes aux détenus que la prison, pour des gens qui, en fait, ne sont plus en prison parce qu'ils ont purgé leur peine ou parce qu'ils n'ont pas été condamnés ou parce qu'ils ont été mis en liberté ou que le juge d'application des peines a décidé qu'ils sortent de prison. Et en fait, ils utilisent l'ECRA comme ça, c'est une sorte de prison bis en attendant on ne sait pas quoi, puisque pour la plupart, on sait qu'ils ne pourront pas être expulsés au final. Donc, bien entendu qu'il faut se battre pour la suppression des centres de rétention administrative, sans même parler de leur coût économique pour la société. Il faut se battre pour la suppression de ces lieux-là. Et je pense que le fait d'aller les visiter en permanence avec des journalistes peut avoir un intérêt, en tout cas, permet de mettre le sujet en avant vis-à-vis des médias. Je suis pas certain que ça aboutisse à des décisions de disparition de CRA, puisque je vous rappelle aussi que dans les budgets qui ont été votés, il y a aussi prévu la construction de tout un tas de nouveaux centres de rétention administrative. Puisqu'il y a plus d'OQTF dans d'autres pays, il y aura plus de CRA en fait. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup sur cette note un peu triste de votre participation, mais avant de vous laisser partir, je voulais faire une petite annonce que notre commission a demandé pour les JDE, enfin proposé pour les JDE un atelier sur le même thème, donc on espère vous revoir avec les nouveaux éléments, avec l'épilogue de trilogue et avec beaucoup plus de participants parce qu'il y en aura un petit peu moins de concurrence avec les différents webinaires qui avaient lieu ce soir. Et puis, je laisse Anya Damani, si elle est là et si elle veut bien prendre la parole, vous annoncer notre prochain webinaire. Et je laisse les autres commissions ou nos intervenants annoncer s'ils ont des webinaires intéressants à nous annoncer. Anya, je te laisse la primauté. Oui, merci Branislava. Merci pour cet échange très intéressant. On a comme perspective pour la Commission Europe le prochain webinaire le 28 mai prochain. On reviendra avec différentes personnes, Mélanie Vogel et aussi Vincent qui est élu consulaire à Budapest sur les récentes élections en Hongrie et pour les analyser et comprendre ce que ça veut dire pour la démocratie, ce que ça veut dire pour l'Europe, évidemment en essayant de l'inscrire dans le paysage par rapport aux autres pays comme la Roumanie, par exemple. On vous enverra là dans les tout prochains jours les informations, mais ça sera l'horaire habituel de 20h et le moyen habituel des liens Zoom. Voilà, plus d'informations à venir. Merci beaucoup, Anya. Est-ce que d'autres commissions ou nos participants ont des petites choses à nous dire? Si j'ai l'occasion de faire un peu de publicité, nous on fait, c'est le moment, on fait un petit webinaire lundi à 20h avec Guy, encore une fois, sur le projet de loi justice criminelle et sa mesure rejetée de plaider coupable en matière criminelle, donc qui sera très utilisé malheureusement dans le cas des viols si c'était adopté. Voilà. Quelqu'un d'autre? Non, nous, on se verra au JDE avec, j'espère, des ateliers extrêmement pertinents. Peut-être avec Guy et Mélissa qui animeront suivant les sujets.
J'ai proposé plénière, formation, atelier. On va bien trouver un temps à le faire. Et je vous invite aussi à vous connecter sur l'IFJD qui est sur la justice transitionnelle. C'est l'Institut Louis Jouanet et qui est aussi très pertinent pour progresser au niveau de ce qu'on peut faire dans les commissions vérité. Voilà. Donc, je vous souhaite Et une bonne si soirée. je, Merci beaucoup. Oui, vas-y. si je, juste pour vous signaler donc que je co-organise avec Thomas Dossu, mon collègue sénateur du Rhône, un colloque le vendredi, ça doit être le 27 mai au Sénat, sur le thème des discriminations et de la démocratie et des solutions pratiques, applicables et réelles que nous pouvons aujourd'hui porter sur ce thème-là. Donc, j'enverrai bien entendu, on enverra les invitations et les liens d'inscription. Ce sera vendredi 27 mai, si je me trompe pas, au Sénat et c'est co-organisé, donc je répète, par Thomas Dossu et moi-même. Donc, Mélissa, une petite annonce? Pas d'annonce à faire, mais on continue. Demain, j'ai un shadow sur le règlement autour. On continue d'aller en trilogue pour voir ce que fait la droite et ce que font la droite et l'extrême droite. Et je vous tiens au courant des suites. Et je sais qu'ils veulent au plus vite mettre en place ce règlement. Il y aura sans doute un délai de 2 ans en sachant que le Conseil et la Commission commencent à dire que pour certaines dispositions, on pourra aller plus vite, et je pense notamment au centre de retour. Donc, vous en entendrez très prochainement parler. Et Fatima qui demande la parole. Oui, bonsoir, je suis donc à Mayotte, hein. Je me permets de poser une question au niveau des personnes homosexuelles au CRA. Est-ce que dans d'autres CRA, des dispositions pardon, sont prises pour ne pas les mélanger? Parce que nous, à Mayotte, on a donc la zone pour les hommes et zone femmes. Et j'ai eu donc la situation d'un jeune que j'ai accompagné qui est homosexuel et qui a failli se faire violer justement. Et quand j'ai interpellé les collègues travailleurs sociaux et juristes du CRA, aucune solution n'a été trouvée. Donc il a fallu qu'il essaye de se défendre au maximum. Donc c'était cette question-là. Alors, moi, dans tous les CRA que j'ai visités, il n'y avait aucune protection des personnes LGBT. En tout cas, je n'ai pas vu ça. Mais effectivement, c'est l'un des axes aussi qu'on essaye de prioriser là dans les questions migratoires, c'est les vulnérabilités. Et notamment, moi, je travaille beaucoup sur la question des femmes migrantes, des LGBT migrants, parce que en fait, il y a une prévalence de violence qui est énorme. Et notamment, ça fait 1 an et demi que j'essaye d'avoir une audition sur la question des femmes migrantes au sein de la commission femmes, mais la droite européenne me bloque parce que en fait effectivement en fait sur les chemins migratoires, mais aussi une fois arrivé dans les États membres, en fait il y a des violences énormes qui sont vécues par toute personne minorisée ou les femmes, et donc il est absolument essentiel qu'il y ait une prise en compte dans les politiques migratoires de ces vulnérabilités et qu'il y ait une protection. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais vu dans un CRA. Effectivement, il y avait des sections, ce qu'on appelait les sections famille avant, mais maintenant, il n'y a plus d'enfants pour le moment. Donc, section femmes et section hommes, mais je n'ai jamais vu. Je sais que des fois, quand certaines personnes sont victimes de violences, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une sorte d'isolement, en fait. On préférait isoler les personnes et les mettre seules dans une cellule, pour notamment la nuit, quand il y a moins de surveillance. Voilà. oui, je partage, j'ai rien vu non plus, sauf éventuellement dans certains CRA, des directeurs de CRA qui sont conscients de cela. Et en fait, la seule solution qu'ils ont trouvée pour l'instant, comme tu l'as dit, c'est de les isoler dans des cellules qui sont normalement prévues justement pour isoler les gens violents, mais en fait, on les met là parce que voilà. Ou alors, de temps en temps, j'ai vu qu'ils étaient changés de CRA. C'est-à-dire qu'ils passent d'un CRA à un autre CRA qui est à 200 kilomètres ou autre. Parce qu'il faut quand même dire une chose supplémentaire, c'est les CRA ne sont pas pourvus ni en quantité, ni en compétences, ni en formation de personnel qui est habitué
à s'occuper de personnes qui sont essentiellement ceux qui sont dans les CRA aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui viennent de prison, qui vont y retourner, ou qui sont des gens qu'on considère comme étant dangereux. Et donc, en fait, les gens qui sont dans les CRA aujourd'hui, alors, sont des gens qui sont pas des gens qui sont susceptibles aujourd'hui de correspondre ni au personnel qui est dans les CRA, ni à l'organisation des lieux d'un CRA. Et donc tout ça accroît les risques à la fois de violence aussi contre les personnes homosexuelles ou tous les risques aussi de mutilation, de suicide, etc. Donc il y a aussi ce problème aujourd'hui dans les CRA, mais il y a rien qui est prévu structurellement à ce sujet. Bon, tant qu'on a notre sénateur avec nous, je voulais vous signaler un autre volet qui met en danger nos droits et libertés. C'est aujourd'hui au Parlement à discuter la loi de programmation militaire. Comme ça, sympathique, c'est juste on rajoute quelques chars et deux, trois drones. Le début de cette loi a l'air très sympa. Mais en fait, à partir de l'article 11 et notamment l'article 21 qui prévoit donc état d'alerte, qui est presque un état d'urgence, qui supprime tout un tas des droits fondamentaux, des droits de travail et des droits d'environnement. Et donc aujourd'hui, il y avait devant l'Assemblée nationale des syndicats qui ont protesté. La LDH a fait un communiqué avec certains syndicats. Donc Guy, ça va venir chez vous aussi. Voilà, Oui, c'était oui, juste. Sachez que ce n'est pas une petite loi additionnelle de quelques chars. Lisez-la bien jusqu'au bout. absolument, tu as tout à fait raison. C'est carrément une. Bon. C'est Guillaume Gothard, je pense, et Aklim Melouli qui s'occupe de ça au Sénat. Mais au Sénat aujourd'hui, c'est assez sympa aussi, puisque le texte qui est en séance, et je vais y retourner maintenant, c'est un texte de Retailleau sur l'entrisme islamiste. Et donc, en fait, je ne vous dis même pas de la regarder, parce que de toute façon, c'est assez abject comme texte. Et de toute façon, c'est vraiment une loi de pur affichage électoral, puisque le ministre a déjà annoncé qu'il y avait une loi exactement sur le même sujet, et qui est un projet de loi vu par le Conseil d'État, qui sera déposé par le gouvernement dans le mois qui vient. Donc, il explique, je l'ai quitté pour venir vous voir tout à l'heure. Il explique en fait que le texte de loi de Retailleau, il est mal écrit, inopérant et qui sert à rien et qu'il faut attendre son texte de loi à lui. Mais le Sénat va voter le texte de Retailleau en attendant, qui passera jamais à l'Assemblée nationale. Et c'est le texte du gouvernement qui arrivera dans un mois. Mais c'est pour vous montrer comment on fonctionne quand même en ce moment. Tout ça pour permettre à Retailleau de mettre en avant un texte sur l'entrisme islamiste, qui est quand même un élément essentiel de ses obsessions et de sa campagne électorale pour les présidentielles. Donc, effectivement, il n'y a pas que les droits des immigrés qui sont à l'ordre du Non. jour. Et donc, on fait une alerte à toutes les commissions de bien veiller aux droits et libertés fondamentales. Et on se voit au JDE si ce n'est pas avant. Mille merci. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Steven, tu restes encore un tout petit peu et n'éteins pas la caméra.